Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger, Laurie Leclerc. Et l'invité aujourd'hui, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. 3 candidats pour un fauteuil, la présidence LR. Quel projet? Les Républicains ont-ils encore un avenir ou est-ce que ça passe par des alliances qui se passent par exemple en Suède, en Italie? Est-ce les prémices d'une union des droites? Et puis la fin de vie, la contre-offensive ukrainienne, la réforme des retraites, autre sujet que nous allons évoquer. Alors Bruno Retailleau, vous êtes donc candidat comme Éric Ciotti et depuis hier Aurélien Pradier pour la présidence LR. Ce serait quoi un parti présidé par Bruno Retailleau? Ce serait un parti totalement nouveau où les adhérents ne seraient pas considérés comme des distributeurs de tracts ou des remplisseurs de salles, où ils devraient trancher par des référendums régulièrement les grandes questions. Ce serait surtout un parti d'une vraie droite, une droite qui ne reculerait plus, une droite qui ne se renierait plus et surtout une droite qui ne s'excuserait plus d'être de droite. Et je pense que on viendra sans doute sur la Suède tout à l'heure. Mais quand la droite s'assume, le RN recule. C'est ça la leçon de ces dernières années. Et moi, je pense que avec les 3 défaites successives au présidentiel, si on ne change pas tout du sol au plafond, on est mort. C'est l'élection de la dernière chance. Oui, Bruno Retailleau, quelle différence avec Éric Ciotti? Vous êtes sur la même ligne finalement, non? Heureusement, on est de la même famille politique. Donc on est sur une ligne de fermeté, d'autorité. Je pense que la différence, c'est pas seulement la ligne. Il y a aussi une question d'incarnation. Je pense que j'ai un tempérament qui permet d'avoir des convictions fortes, mais aussi de rassembler. C'est ce que je fais, par exemple, avec un groupe très important, le premier groupe politique au Sénat, où il y a des sensibilités, des tempéraments différents. Et ça, c'est important. Vous pensez bien que quand on a fait moins de 5% à la présidentielle, si vous commencez à vous rétrécir, c'est terminé. Donc, il faut rassembler. J'aime le débat d'idées. Et je pense aussi que pour moi, la droite, c'est un tout. C'est pas seulement, bien sûr, le sujet régalien, l'autorité, la maîtrise de l'immigration, c'est important, mais il y a aussi les sujets économiques, sociaux, les sujets aussi d'identité qui sont fondamentaux. Aurélien Pradier, 36 ans, dit qu'il faut rajeunir, rechanger les choses. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais rajeunir, bien sûr, ce que je réponds simplement, c'est que le jeunisme, c'est de la démagogie. La jeunesse n'est pas un continent à part. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut s'adresser... il dit changer surtout, quoi. Hein, mais, et il a raison. Eh bien, il a raison. Je ne dis pas autre chose. Simplement, il faut adopter une ligne qui soit claire. Pourquoi est-ce que les Français ne nous écoutent plus? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Disons-le, qu'on est de droite, bien de droite, qu'on est de droite sur le plan économique, mais aussi on veut défendre notre civilisation. Mais si vous avez une ligne trop droitière, est-ce que certains ne vont pas être tentés d'aller rejoindre Édouard Philippe, qui est toujours à droite, me semble-t-il aussi, quoi, non? Mais la clarification, c'est aussi le rassemblement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que le tempérament que j'ai me permet justement de préserver l'unité de la famille politique et de ne pas être, si j'ose dire, mono-sujet. Il faut être très ferme sur l'immigration. Encore une fois, la leçon de la Suède, elle est là. Alors oui, c'est ça. Quand on voit ce qui se passe en Italie et en Suède, avec ces partis considérés comme plus à droite, qui pourraient arriver au pouvoir avec des alliances, est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il faut relancer une union des droites? Alors la question qu'il faut se poser, Patrick Roger, la première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on est arrivé là en Suède? Et je réponds, les choses sont très claires. J'avais lu d'ailleurs un excellent rapport, il y a je crois 3 ans ou 4 ans, 2018, de la Fondapol sur le cas de la Suède. Le cas de la Suède, ça a été une société très homogène, c'est-à-dire pas du tout multiculturelle pendant très longtemps. En 20 ans, la Suède, l'immigration extra-européenne qui vient de l'extérieur de l'Europe en 20 ans est passée de 2% de la population à 20%. Et corrélativement, donc il y a cette société multiculturelle qui s'est imposée et il y a eu des problèmes d'insécurité. Les premières émeutes en 2020, à Pâques 2022. Donc l'exemple de la Suède, quand je vous disais il faut une droite qui s'assume, eh bien la Suède nous dit très clairement, elle qui s'est longtemps présentée comme une grande puissance humanitaire ouverte à tous, eh bien, je pense que cet exemple doit nous montrer une ligne de fermeté. La question ligne de fermeté, certes, mais et sur cette question des alliances qui permet en Italie à la droite au sens large et puis en Suède aussi d'arriver au pouvoir. Est-ce qu'il en est question ou pas? Est-ce que vous êtes grosso modo plus proche d'Édouard Philippe ou plus proche de Marine Le Pen ou est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Moi, la question, ça n'est pas une question d'alliance, c'est une question de courage. D'ailleurs, Marine Le Pen, regardez, elle a refusé toute alliance avec Éric Zemmour. Quand on pèse moins de 5%, il faut se renforcer. C'est donc une question de ligne. Les Français
reviendront à nous. Et moi, je tends la main aux électeurs qui nous ont quittés pour voter Rassemblement National, pour voter Éric Zemmour, ou alors pour ne pas voter du tout. Je ne me résoudrai jamais à ne pas les faire revenir. Et on les fera revenir avec une ligne claire, avec le parler vrai, le courage de la vérité. Oui, Bruno Retailleau, alors si vous voulez être président des LR dans quelques semaines, c'est pour ensuite travailler pour Laurent Wauquiez, pour qu'il soit le meilleur candidat pour 2027. C'est lui le mieux placé? Écoutez, moi je pense que c'est une erreur de vouloir désigner... peut-être par une primaire interne, alors qu'on vient de sortir d'une primaire il y a moins d'un an. Mais je pense que c'est une erreur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on veut reconstruire le parti, si on en fait une simple écurie présidentielle, ça veut dire qu'on arrête tout. Vous ne reconstruisez rien du tout. On retombe dans une guerre des chefs et ce sera terrible. Deuxième élément, je pense que ça n'est pas un service à rendre à un candidat, et je pense que Laurent Wauquiez a toutes les qualités pour être ce candidat. D'ailleurs, j'avais imaginé que ces qualités, il les avait aussi pour présider le parti. Donc c'est pas une histoire de personnalité. Simplement, il y a les européennes en 2024. Vous nous imaginez désigner en 2023, un an avant les européennes, un candidat, et si jamais on trébuche aux européennes, alors le candidat trébucherait aussi. Non, je pense qu'il ne faut pas escamoter cette élection. Cette élection, c'est un moment décisif où on va devoir tout changer, rendre à nos militants leur parti, avec cette clarté, avec des référendums, tout changer, pas seulement le nom, pas seulement le siège, il faudra absolument tout changer dans le logiciel, un logiciel complet de fermeté, mais aussi avec une dimension économique et sociale affirmée. Oui, parlons des réformes aussi, Bruno Retailleau. Les retraites, on apprend que le système est excédentaire. Il va revenir déficitaire, mais il pourrait être à l'équilibre par la suite. Est-ce que cette réforme des retraites, pour repousser l'âge de départ à la retraite, est vraiment indispensable? Bien sûr, non, mais c'est absolument faux. On sait qu'à 2025, on aura pratiquement 8 milliards de déficit. On sait qu'à 2030, on aura une dizaine de milliards. Le corps dit qu'on pourrait, dans quelques années, être à l'équilibre de nouveau. Tout dépend aussi, bien sûr, du contexte économique. Bien sûr, tout dépend du contexte économique, des hypothèses de taux de croissance, de taux de productivité. Cette réforme, elle est indispensable. Moi, je pense que le pouvoir d'achat, des retraités d'ailleurs, dépend de la quantité de travail qu'on met dans la société. Moi, je suis pour la fin des 35 heures, voyez, et on a essayé de l'amortir dans la loi sur le pouvoir d'achat. Ce qui fait le pouvoir d'achat, c'est plus de travail. Eh bien, disons-le, si on veut préserver la qualité de vie, le pouvoir d'achat de nos retraités, il faudra reculer sans doute l'âge légal de départ à la retraite. C'est fondamental. Et donc là, vous soutiendrez le gouvernement ? Oui, alors je ne connais pas du tout ce que sont les intentions du gouvernement, parce qu'il en a changé dans le débat budgétaire. Mais regardez, Emmanuel Macron a refusé, c'était son engagement, de la précédente élection présidentielle. Il avait dit « je ne bougerai pas les 62 ans ». Résultat, pendant 2 années, il a appauvri le pouvoir d'achat des retraités. Donc on a eu la preuve par 9. Moi je pense, et nous avons voté au Sénat régulièrement un certain nombre de dispositifs. Nous avions d'ailleurs reculé l'âge de départ et nous avions accéléré la réforme Touraine en matière de durée de cotisation. En même temps, il y a une question de justice avec les régimes spéciaux. C'est pas normal. Il y a une question d'équité vis-à-vis des Français. Il faut les faire converger très vite. Oui, sur la fin de vie, Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui une convention citoyenne avec l'objectif d'un changement de la loi avant fin 2023. Quelle est votre position, Bruno Retailleau ? Convention citoyenne totalement pipeau. Il a annoncé la couleur. On sait où il veut aller. Il a même parlé du modèle belge, qui est sans doute pour moi un des plus mauvais modèles, puisque c'est-à-dire en une vingtaine d'années, ils ont sans doute, je crois que c'est 18 ou 19 lois, et ils ont banalisé l'euthanasie. Moi, je pense que la loi, c'est un sujet grave et complexe. Bien et sûr. Je pense qu'il faut... Le droit à mourir dans la dignité. Mais ça, c'est terrible. Parce que la dignité, elle est liée à l'humanité. C'est pas parce que vous avez des conditions de mort que vous allez avoir moins de dignité. Simplement ce que je vais vous dire rapidement, en essayant de m'expliquer et en respectant tous les points de vue. Moi, je pense que la loi doit protéger les plus fragiles. Je ne voudrais pas, sans préjuger du texte de loi, je ne voudrais pas que demain, des gens qui sont au crépuscule de leur vie et qui se disent « Oh là là, je vais être une charge pour mes proches, il faut que je demande la mort ».
Ça, ce serait terrible. Je pense que la première des priorités, voyez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 2/3 des malades qui devraient bénéficier des soins palliatifs qui ne peuvent pas en bénéficier. Eh bien, je pense qu'il faut accompagner justement jusqu'au bout ceux qui vont mourir et on ne met pas suffisamment d'argent, de moyens sur la table pour ça. Je crois que les soins palliatifs, c'est un point qui est absolument décisif. Mais soins palliatifs jusqu'où jusqu'à aider aussi Mais je pense les qu'on a malades une loi à mourir. Je pense qu'on a une loi que j'ai votée. Oui. Et je pense que cette loi qui prévoit une Elle est sédation insuffisante, non ? profonde... Croyez-moi, quand vous écoutez les gens, justement, les professionnels des soins palliatifs, il y a eu d'ailleurs un sondage qui a été fait. Eh bien, ces acteurs qui sont confrontés à des gens qui vont mourir quotidiennement, c'est dur, vous savez, pour eux, psychologiquement. Ils leur parlent, ils veulent les accompagner. Eh bien, 96% sont opposés à l'euthanasie. Ils pensent que l'euthanasie, finalement, laissera seul devant un choix terrible des personnes, alors que le soin palliatif permet justement d'endormir avant de mourir. Et même si ça doit précipiter la mort, eh bien voilà, ça supprime la souffrance. Vous y êtes favorable pour la précipitation. Quand aujourd'hui des gens vivent de plus en plus... Mais Patrick Roger, c'est la loi. Je ne suis pas favorable à l'acharnement thérapeutique. Donc vous dites qu'il ne faut pas changer la loi actuelle. Donc je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner les moyens simplement d'accompagnement des gens de cette vulnérabilité. C'est fondamental. Il y a encore une vingtaine, 26 départements qui ne bénéficient justement d'aucune structure de soins palliatifs. Je disais cette proportion. Les 2/3 des malades qui pourraient en bénéficier ne peuvent pas en bénéficier. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord régler ces questions-là pour que ceux qui vont mourir bénéficient de l'attention, de l'amour, de l'entourage et surtout d'un accompagnement professionnel et humain. Oui. Bruno Retailleau, la guerre Russie-Ukraine, il y a cette contre-offensive ukrainienne là en ce moment. Est-ce qu'elle peut inverser les choses ? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Oui. En tout cas, c'est une surprise importante. On ne sait pas encore si c'est vraiment un revers passager ou si c'est un tournant. Il est clair que l'Ukraine a bénéficié, de sources d'informations, de renseignements très très fiables. 2, il y a une stratégie assez brillante de l'état-major ukrainien qu'il faut sans doute saluer. Et 3, je pense que ce qui fait la différence, c'est le moral. Oui. Vous savez, depuis les Grecs, on sait que les remparts d'une cité, c'est important, mais c'est pas l'épaisseur de ces remparts qui protègent la cité, c'est la force morale des citoyens. Ils défendent leur terre. Les Russes, ils sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Donc la force morale, elle est du côté de l'Ukraine. Donc ça peut effectivement, actuellement, ce qui se passe, inverser et arriver à une fin de guerre, alors potentiellement, ou alors des risques. Je l'espère. Moi, je pense qu'il faut rendre aux yeux de M. Poutine la guerre très coûteuse pour l'amener, si j'ose dire, presque de force à la table des négociations. Mais attention, j'entends aussi beaucoup de va-t-en-guerre et attention, ne l'acculons pas pour que un jour il soit tenté d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Dernière question, Bruno Retailleau, à propos de l'éducation nationale. Est-ce qu'il faut renforcer les cours d'éducation sexuelle à l'école ? Ce serait le souhait de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Moi, je vais vous dire, c'est basique. Il y a une faillite de l'école en France. On a encore appris cet été que les élèves, la moitié des élèves de 3e n'avaient pas le niveau de 3e justement en anglais. Après tout ce qu'on a appris sur la maîtrise de la langue, de l'écriture, des maths. Donc moi, ce que je demande à l'école, ça n'est pas que l'école se substitue aux familles en matière d'éducation sexuelle. Je demande d'abord à l'école d'apprendre la transmission des savoirs, écrire, calculer, compter, lire. Et c'est ça la faillite de l'école aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce nivellement par le bas conduit les élèves des familles les plus modestes à l'échec. Pas les élèves qui sont bien nés. Eux, ils ont la chance de réussir parce qu'on va les mettre dans des bonnes écoles, etc. Comme M. Pap Ndiaye, qui d'ailleurs a mis ses enfants dans une école de la réussite parisienne qui est très très bien connue. Non, moi je pense que l'école doit d'abord apprendre à lire, compter. Voilà, et c'est fondamental. Merci Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat et candidat donc à la présidence des Républicains. Merci d'avoir été ce matin au micro Sud Radio. Dans un instant, la revue de presse, on va aussi jouer. On va vous faire gagner quelques places. Vous allez voir ça avec Laurie Leclerc dans un instant.